Bienvenue dans ce nouvel épisode de Célite. Penses-tu qu'un bon commercial est nécessairement quelqu'un qui a un très bon relationnel? C'est la question qu'on va se poser aujourd'hui, parce que j'ai constaté qu'il y a encore une grande partie des commerciaux qui pensent que oui. Et en fait, c'est tout à fait logique quand on se réfère à un livre très connu dans la vente complexe, notamment B2B, un livre qui s'appelle The Challenger Sales, qui a été publié pour la première fois en 2011 par Matthew Dixon et Brent Adamson. Dans ce livre, ils expliquent que sur une étude de 6000 commerciaux, il en ressort les statistiques suivantes. Eh bien, d'après eux, il y a 5 grands types de profils commerciaux. Et ceux qu'on appelle les relationship builders, donc ceux qui aiment tisser des relations, qui pensent que le business doit passer tout d'abord par des interactions sociales, par aider ses clients et ses prospects, les inviter à manger, les inviter à dîner, bien s'entendre avec eux, eh bien, ils représentent 26% de tous les types de commerciaux. Donc en fait, c'est le type le plus répandu, d'après cette étude, parmi tous les commerciaux aux États-Unis. Bien sûr, étude basée sur un échantillon, je le rappelle, de 6000 commerciaux. Très bien. Deuxième type de profil vient le profil Challenger à 23%. Troisième type, le Hard Worker, 21%. Quatrième type, le Lone Wolf, 18%. Et le dernier type, le Reactive Problem Solver, 12%. Bon, je ne vais pas m'étendre sur les autres profils pour aujourd'hui, peut-être dans d'autres podcasts, dans d'autres épisodes. Mais ce qu'il faut retenir, c'est que les statistiques de performance qui ont été relevées par ces auteurs lors de leurs études de performance commerciale indiquent que le profil qui est le plus performant, qui fait le plus de ventes, qui signe les plus gros deals, et en particulier en période de crise économique, c'est le profil, tu l'auras deviné, du challenger. 39% des meilleurs vendeurs sont des challengers. En deuxième position vient les lone wolves, 25%. En troisième position, les hard workers, 17%. En quatrième position, les reactive problem solvers, 12%. Alors que les relationship builders, ceux qui adorent tisser des relations humaines et font ce métier pour cela, ne représentent que 7% des top performers. Autrement dit, si je résume, le profil le plus répandu parmi les commerciaux qu'il y a sur le marché est aussi le profil le moins représenté parmi les top performers au sein des entreprises. Donc, quelle est la leçon qu'on peut tirer de ça? Eh bien, la leçon qu'on peut en tirer, moi je vois 5 éléments à noter qui expliquent en fait pourquoi le profil Relationship Builder aura plus de mal à être hyper performant dans son métier de commercial. Première raison, c'est que quand on valorise autant les relations sociales, on peut avoir tendance à vouloir éviter les confrontations. En effet, on n'a pas envie de déstabiliser son interlocuteur, on veut des relations harmonieuses, on n'a pas envie de lui nuire, on n'a pas envie de créer de tensions lors des échanges. Et donc, les relationship builders vont éviter les discussions difficiles. Or, c'est en ayant justement de temps en temps des conversations difficiles qu'on fait avancer des deals. Je prends un exemple. Si tu es un relationship builder et que tu n'oses pas poser des questions sur le budget de ton prospect ou de ton client, tu perds peut-être ton temps avec une opportunité qui n'existe pas. Autre exemple, si tu n'oses pas demander à ton prospect quel est l'impact engendré par les problèmes qu'ils subissent actuellement en raison du logiciel qu'ils utilisent ou de leur process actuel qui devrait être amené à changer, à transformer grâce à ta solution, si tu n'oses pas remuer le couteau dans la plaie et accentuer les problèmes vécus par ces personnes-là, tu ne feras pas progresser ton deal ou tu resteras sur des ventes transactionnelles ou des deals tactiques qui ne vont pas être maximisés à leur plein potentiel, voire même qui seront très facilement remisés de la part du commercial et qui finalement ne seront pas maximisés en termes de revenus pour le commercial. Donc, premier trait du relationship builder qui fait que non, en fait, être exclusivement centré sur la construction de bonnes relations sociales, ne suffit pas parce que il faut se confronter à des échanges parfois difficiles et il faut aller chercher cette tension nécessaire au changement nécessaire à faire bouger le statu quo. Deuxième raison qui fait qu'un relationship builder aura des difficultés face au profil, par exemple, du challenger, c'est qu'il aura aussi peut-être du mal à se différencier. Puisqu'il veut maintenir une bonne relation,
il aura tendance à offrir des solutions trop consensuelles. C'est-à-dire qu'il va hésiter à pousser son client ou son prospect vers un changement trop conséquent. Donc il voudra, au nom de l'harmonie, au nom du confort de son client ou de son prospect, ne voudra pas trop le brusquer et par conséquent, les perspectives de changement qu'il va lui proposer seront relativement faibles et minimes. Or, ceux qui font les plus gros deals sont ceux qui font des ventes de transformation des entreprises, qui vont vraiment en fait apporter une nouvelle dynamique au client et lui permettre soit de gagner plus de parts de marché et donc d'augmenter les revenus, soit de réduire les coûts significativement, ou encore d'augmenter la posture de sécurité. Et ça, si on ne se différencie pas par une approche vraiment un peu plus ambitieuse, eh bien ça devient très compliqué pour ce profil du relationship builder. Troisième raison qui fait que le relationship builder n'est pas aussi performant que ce qu'on pourrait croire, c'est qu'il aura du mal à raccourcir les cycles de vente. Parce qu'il n'osera pas demander en fait à ses clients et prospects de passer commande à tel jour, telle heure, et d'induire le fait qu'il y aurait potentiellement des conséquences au fait de manquer ces échéances et de tenir parole derrière, puisqu'ils n'osent pas en fait challenger leurs interlocuteurs, ils peuvent se retrouver à avoir des clients qui ne sont pas bousculés et par conséquent qui passeront commande quand ils auront envie, le jour où ils pourront, qui repousseront des réunions, qui ne viendront pas à certains rendez-vous et qui se permettront en fait trop de choses qui vont venir nuire à la productivité du commercial et à son deal et je dirais même à la prévision de son deal dans le temps. Il aura du mal à avoir un forecast précis, fiable, parce que finalement, il ne chahutera pas assez ses clients et prospects. Et il faut pouvoir les chahuter, il faut pouvoir les engager, les mettre dans un tunnel, dans un plan d'action commun sur lequel eh bien, chaque interlocuteur prendra des engagements et respectera ses engagements. Donc si on n'ose pas, si on est trop laxiste et qu'on n'ose pas demander à une autre personne de tenir des engagements sous prétexte qu'on a peur de dégrader la relation, c'est un risque pour la réussite d'une vente. Ok, quatrième facteur qui nuit à ce type de profil-là, relationship builder, c'est qu'il va tellement miser en fait sur le relationnel que à long terme, il pourrait se faire rattraper par un concurrent qui lui aurait une approche beaucoup plus, je dirais, différenciante, avec la recherche d'un retour sur investissement, avec des solutions innovantes, avec des produits perçus comme étant plus qualitatifs ou comme répondant mieux aux problématiques et aux enjeux du client. Donc à court terme, c'est bien d'avoir un bon relationnel, c'est excellent, mais le client, sur le long terme, eh bien, pourrait finalement se montrer infidèle face à l'interlocuteur qu'il trouve, ma foi, très sympathique. Mais si un concurrent arrive, peut-être un peu moins sympathique, mais lui fait voir les choses différemment, avec de nouvelles perspectives, et lui apporte une solution qui lui paraît de façon beaucoup plus tangible, concrète, fiable, et comme apportant beaucoup de valeur ajoutée, eh bien, oui, bah, le copain, et encore le copain, c'est un grand mot, hein. Je pense qu'on a du mal à atteindre ce type de relation entre client et commercial, mais le relationship builder pourrait se faire devancer. En fait, s'il n'anticipe pas le fait qu'il ne peut pas tout miser sur le relationnel, il faut qu'il propose beaucoup plus que ça pour être vraiment en mesure d'avoir des clients fidèles sur le long terme. Dernier facteur qui vient freiner la performance de ce profil le plus répandu parmi les commerciaux, le relationship builder, ça va être le manque de proactivité. En fait, le fait de privilégier autant les relations personnelles, ça peut induire le fait d'attendre que le client exprime de lui-même son besoin et de ne pas lui demander de façon suffisamment proactive. Pareil, lorsqu'il est question de changements sur le marché, des changements qui peuvent perturber l'équilibre du client ou du prospect, le commercial relationship builder ne prendra pas suffisamment les devants pour inciter son client à changer. Il attendra de façon un peu plus passive que le client soit prêt pour faire les choses autrement et voire même il attendra que le client le sollicite. Et ça devient aussi problématique quand le management, pour des raisons peut-être de respect des engagements de vente, des prévisions de vente, du forecast, demande à un profil de relationship builder de mettre un peu plus de pression aux clients. Eh bien, ils seront très mal à l'aise de le faire et essaieront autant que possible de ne pas le faire. Donc, ils éviteront des décisions qui pourraient être pertinentes d'un point de vue business pour privilégier
des décisions qui seront utiles à la relation personnelle. Donc ça peut être très handicapant, surtout pour aller atteindre des sommets dans la vente. Et ça s'est bien reflété dans les résultats de l'étude qui a été menée dans ce livre, The Challenger Sales, que je vous recommande d'ailleurs à tous ceux qui écoutent ce podcast. Voilà ce que j'avais à dire sur cette thématique des relations sociales et du commercial qu'on pourrait imaginer comme étant quelqu'un qui parle beaucoup, qui est très sociable, qui amène son client tous les jours à dîner et qui privilégie les relations harmonieuses. Eh bien oui, c'est une qualité, hein. Je ne dis pas qu'il faut être inhumain, individualiste ou manquer de tact ou d'empathie, mais il ne faut absolument pas compter que là-dessus pour réussir. Donc si ça t'a parlé aujourd'hui, s'il te plaît, ne mise pas tout là-dessus, c'est beaucoup trop risqué. Développe ta capacité à challenger ton client, ton prospect. Lis le livre The Challenger Sales, c'est un excellent livre, un best-seller international. Donc je t'encourage à te nourrir au quotidien de savoirs et de méthodes commerciales qui vont t'aider à grandir dans ce métier. Et si tu as besoin de mettre en pratique ce type d'approche, je me ferai un grand plaisir de t'accompagner par du coaching. C'est les choses que je fais avec les personnes que je coach en ce moment. Quand je vois qu'elles ont des difficultés à challenger, à titiller un peu leurs prospects, leurs clients, on se fait des jeux de rôle. Ça marche très très bien, ça les met dans des situations beaucoup plus confortables que lorsqu'elles sont avec leurs clients et prospects, puisqu'il n'y a pas de jugement, c'est un cadre rassurant. Donc ça peut être aussi une opportunité pour toi de t'entraîner, de faire appel à mes services de coaching personnalisé. Voilà ce que j'avais à dire pour aujourd'hui. Je te souhaite d'excellentes ventes. N'oublie pas, oui, de rester social, mais aussi de faire avancer tes deals. Et pour ça, il faut parfois mettre un petit peu de tension dans tes relations. Allez, à très bientôt.